Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Je me retourne vers vous, monsieur Adéandiou. Adéandiou, bonjour. Bonjour à tous. Alors, l'actualité, oui, vous êtes attendu. Ceux qui aiment suivre donc l'analyse savent qu'on ne peut pas ne pas en parler ce matin. Les deux présidents, anciens présidents de la République, Thomas Boni Yayi Nicéphore Dieudonné Soglo, étaient donc au Niger et ils ont été reçus par le président Tiani. Oui, certains avaient certainement des craintes. Seront-ils reçus ou ne seront-ils pas reçus par le président Tiani? Une vidéo a circulé hier et on a vu le Premier ministre, l'un des généraux du système de Tiani, et puis également on a vu les deux présidents en train d'échanger. Oumar Adéandiou, Laurent Roland Tonneikes, est-ce que vous aviez des doutes au départ si les deux présidents allaient être reçus par Tiani ou pas? Et si ça a été fait, n'est-ce pas une marque de considération et de respect pour nos anciens présidents? Je crois que si Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont pris le risque de quitter le Cotonou pour se rendre à Niamey, c'est qu'ils avaient des assurances qui sont reçues par Tiani. On ne débarque pas dans un pays n'importe comment sous prétexte qu'on veut aller régler un problème. Et je vous ai dit que Boni Yayi a des contacts assez proches autour de Tiani. Bien évidemment, Nicéphore Soglo aussi a des contacts assez proches au sommet de l'État au Niger. Et donc, vu la relation entre Boni Yayi et le Premier ministre nigérien, ce n'était pas évident qu'il ne soit pas reçu. Moi, j'avais la certitude qu'ils seront reçus parce que certainement, ils ont fait un travail en amont, ils ont préparé le terrain avant de s'y rendre. D'ailleurs, vous allez voir qu'ils ont été accueillis à l'aéroport par le ministre de l'Intérieur et un des éléments sûrs de Tiani au pouvoir. Donc, oui, moi, je n'avais aucune crainte. Quoique les gens estimaient que oui, Tiani qui ne recevait pas, qui a refusé, parce qu'il faut le rappeler, de recevoir les Américains. N'oubliez pas ça. Il a refusé purement, simplement de recevoir les Américains. Et puis après, on a pu voir que notre ministre des Mines, porteur d'un message de Patrice Talon à Niamey, n'a pas été reçu également. Mais je sais que, en tout cas, à mon avis, je pense que Nicéphore Soglo et Boni Yayi n'ont pas débarqué au Niger, espérant que bon, c'est sur le terrain qu'ils font les négociations. C'est sûr qu'en amont, ils ont eu des contacts, ils ont échangé, ils ont été rassurés que oui. Parce que s'ils vont là-bas et qu'ils ne sont pas reçus par Tiani, c'est une honte et c'est un manque de respect à la limite pour les personnalités de ce rang en réalité. Donc, aucune surprise à mon avis. Et je crois qu'il faut déjà, dans une certaine mesure, se réjouir de ce qu'ils ont été reçus véritablement et que Tiani a accepté d'échanger avec eux. C'est vrai qu'à la fin de cette rencontre, ils n'ont pas fait de déclaration à la presse nigérienne. On attend de voir. Et puis, je crois qu'un journal demande s'ils feront le point. On va revenir sur cet aspect dans un instant. Oui, Oumar, vous avez suivi ma question adressée à Laurent Roland Tonneikes. Votre réaction? Écoutez, ma réponse sera exactement celle de Roland ce matin. C'est qu'il y a forcément une démarche préalable qui a été faite pour être sûr au moins qu'on serait reçu, même si ce n'est pas par le président Tiani, ne serait-ce que par des autorités de haut niveau quand même, pour pouvoir donc échanger sur la situation. Et la démarche, moi, je la salue également, parce que vous savez, en Afrique, quand les plus jeunes agissent et qu'ils montrent en griffe leurs limites, enfin qu'il y a des situations un peu compliquées, à partir de cet instant, les plus âgés rentrent donc dans l'arène, ils investissent le forum pour prendre la position de sagesse. Ils rentrent pour prendre la position de sagesse pour pouvoir donc décanter la situation et pouvoir, donc, en l'occurrence ici, permettre au peuple de continuer comment on appelle, à travailler toujours ensemble, permettre aux frontières donc de pouvoir être réouvertes. Je pense que c'est un très bon travail. Maintenant, il faudra faire très attention parce que les deux anciens présidents qui sont aujourd'hui au Niger en train de négocier, ça reste des acteurs politiques de haut niveau dans notre pays. Donc, attention à ne pas non plus frustrer les uns et les autres. Attention à ne pas faire de la récupération politique. Il faudra rester à tout moment dans cette posture donc, de sagesse, comme je l'ai dit, et essayer de régler la situation. Essayer de faire en sorte que les peuples puissent désormais circuler
très librement de part et d'autre des deux frontières, parce que c'est ce que nous attendons tous ces binationaux aujourd'hui qui sont plus ou moins bloqués parce que les frontières c'est un peu compliqué et tout, qui ont des difficultés. Il y a des gens qui vivent au Bénin et qui pratiquement chaque semaine se rendent au Niger. Il y a des gens qui vivent au Niger qui pratiquement chaque semaine se rendent comment on appelle, à Cotonou ou bien à Malanville, un peu partout. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils n'interviennent pas, qu'ils interviennent, mais qu'ils prennent la peine d'écouter les uns et les autres, de ne pas surtout prendre la posture qui va finalement envenimer un peu plus la situation. Il faut rester dans cette posture de sagesse, comme j'ai dit, et régler la situation, ne pas faire de récupération politique. Ça, vraiment, moi, j'y tiens parce que c'est des acteurs politiques. Très bien. Oui, de très haut niveau chez nous. On sait ce que c'est. Voilà, il faut faire très attention aussi. C'est vrai que dans tous les cas, quand un homme politique pose une action, il peut avoir des retombées pour lui sur le plan politique. Mais attention à ne pas le faire sciemment, à ne pas frustrer les uns et les autres. Il faut rester, ils doivent rester dans leur couloir, comme on dit. Ils sont des anciens. Ils sont des sages, qu'ils restent dans cette posture de sage-là et qu'ils essaient de régler la situation pour le bonheur donc de tous ces Béninois et tous ces Nigériens qui ont envie de traverser de part et d'autre la frontière. Moi, je pense qu'on ne parlera pas de récupération politique. Fort malheureusement, c'est-à-dire que le problème a eu lieu entre le Bénin et le Niger, c'est entre les deux leaders déjà à première vue. Et malheureusement, on a vu l'évolution de la crise dans une certaine mesure. On n'a pas vu Nicéphore Segou se prononcer pour autant sur la question, sur la crise, Boni Yayi également. Ils sont restés plus ou moins muets sur la question, même si à quelques exceptions près, ils ont eu à prendre la parole, mais ils n'ont pas eu à condamner qui que ce soit. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement pour le régime en place, c'est que si cette médiation aboutissait, c'est que malheureusement les gens attribueront ça à Boni Yayi et à Nicéphore Segou. On ne pourra rien faire pour les empêcher de profiter des retombées peut-être de cette médiation si ça marchait. Donc moi je pense que c'est pour ça que je disais déjà que dès lors, si Nicéphore Segou et Boni Yayi ont pris l'initiative de leur propre chef d'aller au Niger, c'est plus que jamais le moment maintenant pour le peuple. Vous pensez que c'est de leur propre chef? Est-ce qu'ils n'ont pas, ils vont forcément informer le président de la République? Bon, d'accord. Bon. Si, d'accord. Donc, si c'est le cas, c'est plus que jamais le moment pour le pouvoir en place de prendre des mesures urgentes et d'assister les deux présidents, soit de façon logistique ou de façon financière, pour les appuyer dans leur démarche, les assister, pour que demain, dans le point qu'on dise que oui, voilà, c'est sur la base des négociations, des discussions avec le pouvoir en place que nous avons fait ci, nous avons fait ça. Parce que si le pouvoir ne le fait pas, les autres, dans leur point, si ça aboutissait, feront le point à leur manière pour dire, nous avons fait tel. Vous faites de la récupération entre griffes. En fait, en ce moment, on parlera de récupération, mais ce n'est pas de la récupération. Si vous n'avez pas de soutien pour aller régler un problème que vous réglez, et que vous dites que c'est vous qui avez fait, ce n'est pas de la récupération. Je pense que pour éviter qu'on en arrive là, le pouvoir en place a l'obligation de faire très vite. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, vont-ils faire le point à Patrice Talon? Oui, c'est normal. Parce que s'ils sont allés au Niger, au retour, ils doivent pouvoir chercher à rencontrer Patrice Talon. Ou à dire à Patrice Talon, voilà, nous avons rencontré Tiani, voilà ce que Tiani a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui aussi donnera sa version. Et après, ils vont trouver les voies et moyens. Donc, au plus vite, normalement, quand ils vont au Bénin maintenant, c'est qu'ils doivent chercher à rencontrer les chefs de l'État. Ils ne doivent pas attendre que le chef les invite. Parce que le chef peut ne jamais les inviter. Mais c'est à eux, puisque si entre-temps, le chef n'était pas informé qu'ils sont allés là-bas de leur chef, c'est à eux maintenant de dire au chef, voilà, nous avons rencontré Tiani là-bas, nous voulons te rencontrer aussi et échanger. Et là, maintenant, je crois qu'on va trouver des solutions. Et comme un journal l'a écrit, il faut aussi que les anciens chefs d'État du Niger, notamment Imam Issifou et autres, interviennent aussi dans le débat. Parce que eux aussi, peut-être à leur niveau, si les anciens chefs d'État du Bénin ont fait la médiation, sont allés voir Tiani, peut-être eux, à leur tour, peuvent venir voir Talon ici, et puis après ils vont créer peut-être une réunion, en tout cas un petit groupe, un petit noyau de discussion, voilà, de discussion, d'échange, Niger-Bénin. Voilà, et maintenant peut-être au cours d'un mini-sommet, ils se voient avec Tiani et autres là, ça peut se dérouler à Cotonou comme à Niamey, pour maintenant trouver les voies et moyens pour mettre à en arriver, en tout cas pour finir avec cette crise qui malheureusement fait mal aux populations des deux pays. Oumar, est-ce que on avait besoin de médiatiser ce déplacement des deux chefs d'État du côté du Niger? Et pensez-vous que ce sera
le dernier déplacement, le premier et le dernier déplacement de ces anciens chefs d'État? Déjà, moi j'espère que ça ne sera pas le dernier déplacement en tout cas. Je veux que ce soit le premier parce que j'ai bien envie qu'il soit désormais peut-être le couloir qui va permettre donc aux deux présidents de rester toujours en contact, de pouvoir échanger toujours, donc de continuer à dialoguer sur la situation. Donc pour cela, rien que pour cela, moi je pense que ça ne doit pas être le dernier voyage donc, de ces deux chefs d'État. Même si ce n'est pas eux-mêmes qui y vont désormais, au moins que ce soit peut-être des gens qui sont proches d'eux, qui sont leurs émissaires, qui iront donc auprès des deux présidents régulièrement pour que cette situation-là, nous puissions vraiment dépasser ça, comme on dit. Maintenant, le premier point de votre question, je crois, c'était... C'était un opportun de médiatiser. J'ai dit tout à l'heure, c'est des acteurs politiques de haut niveau. Que vous le vouliez, la médiatisation est naturelle. Il n'y a pas de raison que les médias ne s'intéressent pas au fait que Boni Yayi et Soglo aillent au Niger. Mais c'est normal que tout le monde se jette dessus et essaie de commenter la raison. Enfin, ils peuvent aller sans que la presse ne soit informée, n'est-ce pas, Laurent? Le problème, c'est que quel que soit, dès l'instant où Tiani les reçoit, dès l'instant où une autorité nigérienne les reçoit, il n'y a pas de raison que ça ne fuite pas. Et c'est tout à fait normal que les médias s'y intéressent. C'est une situation que tout le monde aujourd'hui regarde de très près parce que ça pose pas mal comment on appelle, de problèmes aux populations qui ont l'habitude donc d'échanger entre le Bénin et le Niger. Donc pour moi, c'est normal. Il n'y a pas de... Enfin, ils ne le font pas exprès, à mon avis, en tout cas. En fait, moi, je pense que c'est question de médiatisation, si les gens veulent faire le procès à Boni Yayi, il faut rappeler que quand la crise perdurait, c'est que les gens estimaient que ça arrange l'opposition et que l'opposition profitait de cette crise. Et au fond, si vous imaginez que vous êtes au Bénin un jour, vous apprenez que Boni Yayi et Nicéphore Soglo se sont rendus à Niamey sans qu'on en parle dans la presse béninoise, on dira que voilà, que c'est eux qui mettent le feu à la situation, que des trucs comme ça. Et donc, la meilleure option pour eux, c'est de faire savoir ce qu'ils sont en train de faire pour que les responsabilités soient situées. Ils sont en train de faire quelque chose, ils veulent aller au Niger. On sait qu'ils sont allés au Niger, ils ont démarré de Cotonou à 17h. On sait qu'ils sont allés là-bas, ils ont été reçus par telle personne. On a vu tout ça. Et donc, si demain, la médiation échouait, ils devront pouvoir dire pourquoi est-ce que la médiation a échoué. D'accord? Et là, chacun sera situé. Maintenant, s'ils ne le font pas publiquement, ils ne médiatisent pas ça, et que il arrivait que, après on dit qu'ils sont allés au Niger, et que la situation n'est pas réglée, les gens diront que c'est eux qui sont derrière. Et donc, je crois que c'est bien normal que les deux fassent savoir ce qu'ils sont en train de faire, leur démarche. Leur démarche, pour que demain, on ne continue pas à leur jeter les pierres pour dire que c'est eux qui sont derrière les Je me rappelle bien que vous aviez déjà suggéré sur ce plateau que Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo devraient être les personnes les plus indiquées pour aller faire cette médiation. Vous en avez parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. La crainte, c'est que les gens pensent que pour des raisons politiques, ils ne veulent pas le faire confiance, malheureusement. Surtout à Boni Yayi. Il est actif sur le terrain. Justement, en parlant de Boni Yayi, vous vouliez prendre la parole tantôt. Oui, avant de revenir à l'avis de tonton Désiré Diotan, qui a envoyé son avis, qui a apporté une contribution, oui, allez-y. Oui, je voulais juste dire que donc, ce que je disais au départ a sa raison d'être en fait. Je dis, il ne faut pas faire récupération politique parce que ces deux personnalités ont une couleur politique au Bénin. Il faut pas... Vous-même, vous l'avez dit, il peut y avoir des interprétations. Jusque-là, il n'y a pas de récupération politique. C'est pourquoi je dis... Il n'y a pas de récupération politique jusque-là. C'est par rapport à l'analyse de Roland que je reviens. Il y a des personnes qui pourraient penser que non, la crise profite à Yayi. Parce que tout simplement, ces personnes-là continuent d'avoir une couleur politique au Bénin. Ils continuent donc d'agir dans l'arène politique. Puisque vous en parlez, ils ne doivent pas aller au-delà du rôle de médiateur. Il ne faudra pas qu'ils reviennent au pays après, venus jouer les journalistes peut-être dans les médias, venus jouer les juges peut-être quelque part aussi pour dire non, c'est ici carré. Non, il faut rester vraiment dans ce rôle de médiateur, écouter les uns et les autres, essayer de décanter la situation plutôt que de commenter ou bien de vouloir juger. Non, il n'y a pas. Voilà. Le problème, c'est que s'ils reviennent la part des choses. S'ils reviennent au pays, par exemple, et que le gouvernement refuse de la recevoir, souffrez qu'ils parlent dans la presse. Pour quelle raison est-ce que le non, c'est une manière. Non, on a vu. Nous sommes sur un terrain politique. Et d'ailleurs, vous savez que les calculs politiques font que parfois les gens prennent des initiatives, ne veulent pas oser certaines choses. Permettez-moi, si vous êtes d'accord avec moi, de dire que Thomas Boni Yayi n'est pas parti au Niger en tant que président des démocrates. Il est parti en tant qu'ancien président et nous devons faire la démarcation entre
Boni Yayi, ancien président de la République, et Boni Yayi, président d'un parti politique. Si vous êtes d'accord avec moi, j'attends votre témoignage. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis en réalité. C'est pourquoi je dis qu'il faut éviter qu'on sorte le thème récupération. Pour dire, pour le moment, nous ne sommes pas à l'étape de dire ils vont faire de la récupération. Ils ont fait une démarche en tant qu'ancien chef d'État. Maintenant, ils reviennent au pouvoir en place de très vite rentrer dans la danse pour que demain, ça ne profite pas à ces deux anciens chefs d'État pour que ce soit de la récupération politique. S'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, si Boni Yayi et Nissifo Soglo reviennent à Cotonou et qu'ils ne sont pas reçus dans les délais qu'il faut, ils peuvent parler de la presse et ça serait, en tout cas, le gouvernement va faire le constat. Et je crois que le chef de l'État ne fera pas cette erreur, même si les gens autour de lui vont lui conseiller, non, il ne faut pas les écouter. Non, je préfère que le chef de l'État les écoute, les reçoive au plus vite, s'il demande à le rencontrer, au plus vite, qu'ensemble, qu'ils lui disent ce qu'ils ont entendu au Niger, et que même lui-même leur donne son avis sur la question, et qu'ensemble on trouve une solution. Maintenant, si ça prend du temps, écoutez, parce qu'à un moment donné, vous savez, hier, tout le monde attendait que Nissifo Soglo et Boni Yayi parlent à la sortie, après cette rencontre. Mais aucune déclaration. Imaginez qu'ils viennent à Cotonou, ils font 2 jours, 3 jours, une semaine, sans parler. D'accord? Il y aura des interprétations dans tous les sens. Personne ne saura si c'est peut-être on a refusé de les recevoir ou pas. Personne ne saura s'il y a un problème. Donc, si aujourd'hui, il y a possibilité, s'ils écrivent le chef de l'État aujourd'hui, matin à 8h pour dire « nous voulons te rencontrer », que le chef revoie son calendrier et le reçoit à 10h ou à 11h ou avant la fin de cette journée. Donc, et là, ça va beaucoup faciliter les choses. Et demain, s'ils veulent faire de la récupération, le peuple avisera. Voilà, donc c'est ce que moi je suis en train de retenir finalement de tout ce que vous dites. Donc, moi, je ne doute pas un seul instant parce que c'est dans l'ordre normal des choses que le président les reçoive. Je ne sais pas, Tiani les a reçus au Bénin, c'est les anciens présidents. Il n'y a pas de raison que... En tout cas, moi, je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Moi, je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Je pense que normalement, pour faire les choses de façon normale, déjà ce matin, comme le dit Roland, au plus tard 11h, 10h, selon l'agenda du chef de l'État, on devrait les recevoir. Selon l'agenda du chef de l'État. Oui. Non. En fait, faisons la part des choses ici. Je pense que la situation entre le Bénin et le Niger supplante toute situation. Quel qu'en soit l'agenda du chef de l'État aujourd'hui. Ah non, je ne suis pas complètement d'accord. Vous ne pouvez pas être d'accord avec... Il peut y avoir d'autres situations très urgentes où le président peut être occupé. C'est pas parce que le président dit non, attendez, dans une semaine, nous vous reçoit. On ne va pas faire ce débat-là. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. J'estime que c'est une question urgente. C'est très urgent. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je dis qu'il n'y a pas de raison que le président... Parce que la preuve, exemple simple, ils sont allés au Niger avant-hier, hier matin, ils ont été reçus par Tiani. Tiani pouvait les faire attendre pour les recevoir hier soir. Monsieur Désiré, dans la soirée. Monsieur Désiré Dioton a réagi, il a dit que la médiation marche ou ne marche pas, ils auraient eu le courage et le mérite d'avoir tenté de rapprocher les uns et les autres. Voilà. Nous sommes des Africains et le sage échange sous la-bas palabre pour dissiper les autres noms. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là et c'est la première chose que j'ai saluée ici. J'ai dit que c'est totalement leur rôle, dans notre comment on appelle, société africaine, c'est le rôle du sage donc de prendre cette posture-là, d'aller devant dès que les jeunes ont fini de montrer leurs limites, dès que les jeunes ont fini de montrer que bon, à leur niveau, il n'y a plus de solution. C'est normalement à eux de monter au créneau et d'utiliser leurs expériences à eux pour donc essayer de régler la situation. Et ça, c'est tout simplement salutaire. On l'a tous salué. Laurent Tony Kessouma Adiandjou, est-ce que on peut espérer que cette crise soit dissipée? L'espoir qu'on peut avoir, c'est peut-être aujourd'hui l'espoir sur déjà l'ouverture des frontières. Mais là aussi, attention, parce que les Nigériens continuent de poser un problème de sécurité vis-à-vis on suit des audios de personnes inconnues qui circulent. Moi, je ne vais pas m'intéresser à ça. Je ne vais pas non plus relayer ça. Parce que je crois que relayer ces trucs-là, c'est donner caution à un certain nombre de discours haineux, attentatoire à la libre circulation ou bien à la paix. En fait, l'inquiétude se situe à ce niveau. Est-ce que vraiment on pourra avoir le bout du tunnel lorsqu'on apprend encore que le Niger veut exploiter le pipeline du Tchad? Non, et tout. Vous n'avez pas des inquiétudes? Nous sommes sur un terrain économique et ils sont libres de décider de ce qu'ils veulent. Moi, avant que le pétrole ne passe par le Niger, il y a des activités commerciales entre le Bénin et le Niger, et notamment liées aux frontières
qui sont fermées. Donc, si déjà les frontières peuvent être réouvertes et que les gens peuvent commencer leur activité entre opérateurs économiques du Bénin, du côté du Bénin et du Niger, c'est déjà le plus important d'abord. Maintenant, après, pour la question du pétrole, parce que la question du pétrole là, est liée à la question de la frontière. C'est parce qu'il y a la question des frontières qu'à un moment donné, le Bénin a pris l'initiative de bloquer le pétrole et qu'après, la crise a pris une tournure aujourd'hui au point où le Niger décide de détourner son pétrole du côté par le Tchad pour rallier le Cameroun. Donc, c'est le véritable souci. Donc, moi, je pense, l'espoir pour moi, c'est déjà au-delà du pétrole qu'on ouvre d'abord les frontières, que les gens puissent aller librement faire leurs activités. Et après, on verra si on peut revenir sur la question du pétrole. Parce que j'ai vu que, selon un point, que oui, en conseil des ministres hier, ils ont validé, en tout cas, une proposition de faire passer le pétrole par le Tchad. Parce que déjà, entre le Tchad et le Niger, pour rallier le Cameroun, le pipeline du Cameroun, c'est 600 km. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de passer par là aussi pour partir. Donc, entre-temps, ils ont choisi le Bénin parce qu'entre-temps, d'autres leaders du Bénin sont allés négocier avec eux parce que ça profiterait au Bénin. Bon, est-ce qu'on va s'attarder sur ça? Moi, je pense oublions ça d'abord. Malheureusement, c'est mon avis. Parlons de comment est-ce qu'on va faire la paix des braves entre les deux chefs d'État, la paix entre les deux pays, relancer les activités économiques entre les deux pays. Et puis après, une fois que le pipeline existe, quand bien même le Niger peut continuer à envoyer son pétrole par le Tchad, il y a possibilité que le pétrole soit encore envoyé par le Bénin. Ce n'est pas impossible. Donc si le pipeline existe, c'est qu'à tout moment, le couloir là peut être en tout cas remis en fonction et profiter au Bénin comme ça se fait déjà. Donc on ne va pas tout le temps tirer. Si vous tirez le pétrole, sur la question du pétrole, on dira que c'est parce que vous avez vos intérêts en jeu. Pour le moment, laissons ça d'abord. Intéressons-nous à comment régler les problèmes pour que la frontière soit ouverte et puis que les opérateurs économiques fonctionnent d'abord et après on dira, bon maintenant, puisqu'on a fait la paix avec la frontière, et si on allait maintenant vers le pétrole, c'est pas bien. Je suis sûr que les autorités nigériennes ne vont pas refuser. Et d'ailleurs même, Tiani ne sera pas éternel le pouvoir au Niger, hein, et Patrice Talon non plus. À un moment donné, les deux passeront et donc deux chefs d'État viendront. Et puis peut-être que, oui, à ce niveau, on peut reprendre ce trafic de pétrole par le Bénin, pourquoi pas. Réaction, oui, effectivement, la libre circulation des biens des personnes entre le Bénin et le Niger reste donc la priorité. Que le pétrole circule ou pas, je pense que ça devient secondaire. Ce dont le peuple souffre aujourd'hui, c'est véritablement cela. On n'arrive plus à échanger entre nous, population du Niger, population du Bénin, et ça pose véritablement problème. Et je pense que c'est ça qui doit être la priorité, et de Boni Yayi et Soglo, et aussi de, comme on appelle, Tiani et notre président. Donc il faut pouvoir permettre au peuple d'être soulagé sur ce point-là. Maintenant, comme l'a dit Roland, si après il y a des moyens de négocier un nouveau contrat, je ne sais pas, de revoir ce qu'on peut revoir pour que désormais le pipeline puisse fonctionner entre donc, le Niamey et Cotonou, il n'y a pas de raison qu'on ne négocie pas ça aussi. Mais la priorité reste la libre circulation des biens des personnes entre le Bénin et le Niger parce que ça pose réellement problème. Ça pose réellement problème, mais ce qui ne pose pas problème, c'est donc ce décret qui désormais demande aux maires d'être dotés de cabinets, alors que ce n'est pas pour la première fois. Hein. Des maires ont déjà des cabinets, ont toujours eu des cabinets. Voilà. Moi, personnellement, j'ai été surpris quand j'ai lu le titre ce matin, les maires désormais dotés de cabinet. Bon, j'étais surpris, je me dis, mais ce n'était pas le cas avant, ils n'avaient pas de secrétaire. Ils avaient le cabinet. Jusque le décret redéfinit les membres du cabinet. Donc, c'était pas... Non, vous savez, il y a des gens... Ils le faisaient de manière illégale. Non, ça existait. Le problème, c'est que, par exemple, les maires, il y a certains maires qui pouvaient avoir de secrétaires particuliers ou secrétaires particuliers. Il y a les mairies à statut ordinaire. Ils recrutaient sur le budget de la mairie. Les mairies, maintenant, les mairies à statut ordinaire n'ont plus droit à une ou un SP. Si vous êtes maire, je prends de la mairie d'Alada, maire de la commune d'Alada, par exemple, vous n'avez pas droit à un SP ou à une SP. Donc, ça existait, mais c'est enlevé maintenant. Et il y a, par exemple, les communes à statut particulier, je crois que
j'ai pu lire que non, droit qu'à un seul chargé de mission. Avant, c'était jusqu'à 2 ou même certains se permettaient d'avoir jusqu'à 3 chargés de mission. Au niveau de certains communes de statut particulier, ils ont droit à un directeur du protocole, directeur de communication, directeur de trucs là. Par contre, au niveau des statuts mairie ordinaire, c'est la même personne qui est directeur du protocole qui assure la communication et autres. Donc, on a redéfini les choses en réalité. Donc, on a en fait... Finalement, le titre de notre confrère n'était pas suffisamment... Ça veut dire que celui qui sera protocole doit avoir des aptitudes de communicateur. Voilà, pour les communes à statut ordinaire. À statut ordinaire, mais comme, et non à statut particulier. Oui, voilà, mais pour les communes à statut, voilà, eux, ils ont 3, directeur protocole, communication, chargé des relations, quelque chose culturel et autres là. Et donc, voilà un peu, et bon, j'ai pu lire un journal qui a écrit avant-hier ou hier que oui, c'est une rationalisation des dépenses au niveau des communes parce que oui, c'était beaucoup de charges. Parce que avoir 2 chargés de mission, ils ont un salaire quand même. Ils ont un directeur de protocole, directeur de autant de choses. C'était jusqu'à 6, 7, 8 membres dans le cabinet. Aujourd'hui, je crois que ça doit être autour de 4 ou 5 ou plus au niveau des statuts, des communes de statuts particuliers. Au niveau des statuts, communes de statuts ordinaires, c'est au plus 3 ou 4 personnes. Donc, il y a, on a comment vous appelez réduire le nombre de personnes et c'est peut-être... des charges aussi. Voilà, moins de charges pour les communes. Voilà un peu. Ben, écoutez, maintenant, c'est structuré en réalité. C'est bien structuré et on ne peut plus aller au-delà de ce que le décret dit. Très bien. Voilà. Au risque de violer les tests. Voilà. Oui. Donc, je disais simplement que c'est une très belle réforme. Ça permettra donc... comme Roland l'a dit, de mieux voir dans la gestion donc, des mairies, les dépenses et tout. Donc il n'y aura plus de comment on appelle, de nominations où chaque maire se permet... Enfin, voilà. Maintenant, dire que les mairies n'avaient pas de cabinet, ça m'a un peu surpris. Donc finalement, avec l'éclairage de Roland, qui est plutôt bien informé sur le sujet, je pense que ça rassure tout le monde. Les maires ont toujours eu des cabinets au Bénin et ils continueront donc d'avoir des cabinets. Donc c'est plutôt rassurant. Et que le président Talon puisse penser à cela également, moi je salue. En termes de réforme, je ne sais pas comment vous le dire, je ne suis pas partisan du président Talon, mais la plupart de ces réformes, sur le plan de la gestion de l'État, de l'appareil d'État, sur le plan comment on appelle, de fonctionnement, comment on appelle, des obédiences politiques, des partis politiques et tout ça, toutes ces réformes-là ont été vraiment de très belles réformes. Maintenant, à nous comment on appelle, de nous approprier donc de tout ce qui a été, de toutes ces nouvelles lois, de tous ces nouveaux décrets-là, pour permettre donc à notre pays de véritablement aller de l'avant dans de bonnes conditions, pas dans l'anarchie, dans le désordre. Tout cet ordre-là qu'il met, vraiment, je pense que c'est quelque chose de est-ce que vous avez quand même remarqué que ces réformes sont des réformes qui amènent, in fine, à réduire les dépenses, les charges? Est-ce que vous en êtes conscient? Mais quoi de plus normal pour un pays comme le nôtre qui n'a pas d'autres sources de revenus que peut-être quelques produits agricoles que nous vendons, et puis le coton et tout ça. Et à part ça, c'est sur notre propre, nos impôts que vit l'État. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'essaie pas chaque jour de réduire un peu plus les dépenses de l'État. Il faut continuer à réduire parce que le désordre dans lequel le Bénin a été toujours dirigé a conduit, nous savons tous, à l'appauvrissement même de l'État, je veux dire. Voilà. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui faisait un commentaire. Au Bénin, on a des hommes qui sont plus riches que même l'État. Ça me faisait sourire. Oui, il y a des hommes qui sont plus riches que l'État béninois. Donc, ça faisait sourire. Aujourd'hui, il faudrait qu'on inverse la situation. On veut un État bien fort et des hommes qui vont donc se plier aux décisions de l'État, qui vont donc se mettre dans les rangs, qui seront des gens qui ne viendront pas dilapider les sous de l'État. Voilà. D'accord. Oui, Laurent. Alors, si vous permettez, je reviens pour vous donner plus de précisions sur ce décret. En fait, il est dit que pour les communes à statut particulier, il y a un poste de chef de cabinet, secrétaire particulier, chargé du protocole et des relations publiques, chargé de communication et un chargé de mission. Par contre, pour les communes à statut intermédiaire, la nuance réside au niveau du cumul des postes. C'est-à-dire que le chargé du protocole et des relations publiques est chargé de communication à la fois. Ouais, il a un chef de cabinet, il a un secrétaire particulier, il a un chargé de protocole. Bon, le chargé de protocole fait accomplit les autres tâches. D'accord? Et pas de chargé de mission ici. Mais au niveau des statuts, des communes à statut ordinaire, c'est que la même chose. Mais
il a le chargé de protocole fait les autres tâches, accomplit les autres tâches aussi, mais lui n'a pas droit à un secrétaire particulier. Donc, voilà. Donc c'est le maire même qui s'occupe de... C'est le même qui a le secrétaire. De son courrier. Il peut choisir qui il veut. Non, le courrier, le courrier, c'est le secrétariat administratif qui s'en occupe. D'accord. Il n'a pas de secrétaire particulier. Oui. D'accord. Mais reconnaissons quand même que nos communes sont de toutes petites communes, quand même, où il n'y a pas trop d'activité en tant que telle. C'est pas que je suis en train de minimiser certaines mairies ou certaines communes, mais reconnaissons-le, à part peut-être nos grandes villes où vraiment les choses sont très dynamiques. Quand on va dans les contrées les plus reculées, il n'y a pas de raison qu'on ne réduise pas un tout petit peu le train les charges de vie, voilà, les charges. Donc, et ça profite à l'État. Moi, je suis plutôt preneur. Ça profite aux communes. Parce que si c'est le débat de ça profite à l'État, il vaut mieux ne pas nommer les ministres conseillers. L'État fait partie. Enfin, les communes font partie de l'État aussi. Il vaut mieux ne pas nommer. Si c'est pour les communes, d'accord. Mais si vous voulez parler de l'État, je ne suis pas d'accord. Alors, si c'est l'État central, alors pourquoi ne pas nommer les ministres conseillers qui sont sur une charge pour l'État? Non, mais le président avait toujours eu des conseillers. Donc c'est pourquoi il dit des conseillers avant. Je suis d'accord qu'on fasse ça. Je suis d'accord qu'on fasse ça pour les communes. Donc, il ne faut pas qu'on dise que c'est pour l'État. Si c'est pour l'État, pas question de nommer des ministres conseillers. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Très bien. Non, on doit nommer des ministres des charges. Il y a toujours des conseillers pour le chef de l'État. Oui, mais... On est d'accord. Désormais, c'est bien recadré. On saura combien de ministres conseillers on a. Voilà. Alors qu'avant, est-ce que vous connaissez aujourd'hui, là, vous pouvez me dire tous les conseillers du président Talon? Allons-y. Commençons par la culture. Vous les connaissez? La culture, vous ne les connaissez pas. Le plan de la santé, vous les connaissez? Non. Désormais, on pourra les connaître et savoir qui fait quoi au sommet de l'État. On n'a pas dit que les ministres conseillers vont remplacer les conseillers du chef de l'État. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est pas totalement. Il y a des gens qui sont conseillers du chef de l'État qui sont encore là. Il y a des chargés de mission du chef de l'État qui sont encore là. Non, mais on ne parle pas des chargés de mission. Non, oui, mais c'est pour vous dire quoi? Des gens qui vont le conseiller. Ils n'ont jamais dit que. Mais avant, ils ont toujours été conseillers sur ces aspects-là. On n'a jamais dit que les ministres conseillers seront les conseillers du chef de l'État directement. Le chef a ses conseillers. Mais ça va permettre de réduire un certain nombre de conseillers. Il faut comprendre ce que je dis. Regardez un peu le rôle que vont jouer désormais les ministres conseillers. Quel est leur rôle? Ils vont suivre toutes les actions du gouvernement dans le secteur qui est le leur. On est d'accord? Suivre les actions et être au contact du peuple pour savoir exactement ce que le peuple pense et comment est-ce que ces actions-là, ces politiques mises en place marchent. Et venir donc sursauter certainement à l'oreille du président, voilà, ça marche, il faut recadrer à tel niveau, il faut foncer plutôt dans ce... Voilà. Donc ça, il y a des gens qui le font aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Mais ça, ils le faisaient dans quel cadre? Voilà, aujourd'hui... Non, mais je fais une confusion. Je préfère attendre, pour faire ce débat de ministre conseiller là, je préfère attendre qu'on nomme les gens. Quand on va finir de les nommer là, vous et moi, on reviendra sur ce plateau, on va faire le débat et vous comprendrez ce dont je parle. Parce qu'on sait très bien que... Vous avez quoi comme information à ce niveau? De toute façon, wait and see. Laurent Roland-Talikès, Oumar Adéanjou, nous allons aborder un dernier sujet, pasteur condamné, charlatanisme qui continue au Bénin, malheureusement. Lorsque moi, j'apprends que des hommes qui estiment qu'ils sont des hommes de Dieu, il est pasteur et puis il se livre à des viols et tout ça, moi, je vois quand même qu'il y a des gens qui sont peut-être, qui font croire qu'ils sont des gens normaux, mais qui sont des malades. Voilà, c'est là où tous ceux qui disent que tout ce qui a rapport avec la spiritualité, la religion, est une plaie pour les pays africains. C'est le problème, c'est la base de tous nos problèmes en Afrique. On n'est pas libre parce qu'il y a des gourous qui sont là, qui nous mettent des choses dans la tête et on les suit bêtement comme des moutons. On n'est pas libre d'agir. On n'a pas confiance. L'Africain n'a pas totalement confiance en lui. Parce qu'il y a quelqu'un derrière, il y a un bouc qui lui dit « Ah non !» Donc il est superstitieux, il a tous les problèmes du monde, mais il n'arrive pas à prendre les devants et prendre son destin en main. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème en Afrique. Il faut régler ce problème-là. Je ne sais pas comment est-ce que le président Talon va me faire plaisir en investissant cette arène-là également avec ses réformes. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais il faut réformer ce secteur-là également. Tout le monde n'a pas le droit de devenir pasteur. Si tu as reçu ton onction dans ta chambre, reste dans ta chambre et sois ton pasteur dans ta chambre. Si tu es devenu imam, je ne sais de quoi, reste dans ta chambre et fais-le avec tes enfants et ta femme. Ne viens pas dans l'arène publique et commencer... Ça doit être des exemples. C'est un pasteur, c'est un exemple.
C'est des phares sur le plan, c'est des repères sur le plan de la morale et tout, mais c'est eux qui ont des comportements au point où on les condamne. S'ils n'étaient pas condamnés encore, je n'allais pas fait de commentaire. Mais il est condamné. Dans 6 mois de prison. Voilà, et c'est ça, moi, qui m'écœure le plus. Toi, tu es l'exemple parfait. Je ne sais pas comment vous le dites. Mais voilà. Et c'est toi qui... maintenant qui commets des actes pareils. Et ce n'est pas la première fois que ça se produit dans ce pays-là. On entend chaque fois des choses comme ça. Il y a plusieurs années en arrière, on entendait ils ont pris la femme de tel, c'est lui qui est je sais pas moi, celui qui balaie comment on appelle, le temple ou l'église, c'est lui qui fait tout dans l'église. Pendant que lui il prie, il ferme les yeux, il a les yeux fermés pour prier, on s'occupe de sa femme, le pasteur s'occupe de sa femme dans son bureau quelque part là-bas. Vous voyez un peu. Donc, bon, ce n'est pas une occasion pour jeter de l'opprobre sur tous les pasteurs, mais il faut condamner. Il faut condamner ceci. Vraiment, et aussi que ces pasteurs-là aussi s'organisent de plus en plus aussi. Pour qu'on sache qui est qui réellement. Quoi. Oui. Il faut qu'on sache qui est qui. Il faut que les autres pasteurs sortent et dénoncent. Voilà. Si l'État n'arrive pas à mettre des structures en place aujourd'hui, que eux, à leur niveau, ils se mettent en place également pour créer peut-être des universités de pasteurs, des écoles de pasteurs, et pouvoir extirper de leur rang, comme vous le dites, les brebis galeuses, toutes ces personnes-là qui viennent salir, qui viennent jeter de l'opprobre sur tous les pasteurs, sur tous les imams, sur tous les boconons. Voilà, donc il faut faire très attention à toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on fait pour... comment on appelle, limiter ces genres de situations. Il faut qu'on y pense. Mais si on dit pasteur, c'est de toutes les églises, toutes les confessions religieuses. Voilà. Même si on qualifie les autres de prêtres ou autres, on parle de tout le monde. Parce que dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Réaction. Je commencerai par un verset de la Bible qui dit, en tout cas, Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et si je vais en philosophie, l'autre me dira, connais-toi toi-même. Si tu te connais et que tu as la connaissance, aucun homme sur terre ne peut te manipuler. C'est parce que nous ne voulons pas faire d'efforts pour aller à la face de Dieu que parfois il nous arrive d'être manipulés par les hommes. Mais vous savez, on n'a pas tous les mêmes... Non, c'est juste pour vous préciser quelque chose. On n'a pas tous la même constitution sur le plan psychologique. Oui, on n'a pas tous la même force. Je suis d'accord. Il y a des esprits qui sont très faibles et ces gars-là en profitent. Je suis d'accord. Il y a des âmes faibles. Je suis d'accord qu'il y a des âmes faibles. Mais il n'y a pas une âme faible éternellement. À un moment donné, quand même, votre conscience vous parle. Moi, je pense que les brebis galeuses, il y en existe dans toutes les corporations, dans toutes les confessions religieuses. Et même celui-là que vous n'imaginez pas, c'est celui-là qui est un problème, qui a ses vices. Donc, quelqu'un, parce qu'il parle, Ouma parle, il a eu la paix de Dieu, il doit rester dans sa maison pour ses enfants. Il y a quelqu'un qui sait peut-être sur son lieu de travail qu'il a reçu la paix de Dieu et qui sait Dieu dans la fidélité, dans la sincérité. Mais il y a celui-là qui a fait l'école pastorale, a fait la théologie, mais qui est une plaie pour sa communauté. Donc, on ne va pas regarder le lieu d'inspiration ou d'appel à servir Dieu. On regarde l'intégrité de la personne. On regarde le plan moral, sur le plan moral, qui est-ce qu'il est. Dans sa collaboration avec les hommes, il est qui. Mais aujourd'hui, il y a trop de Attendez. Comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? Maintenant, le problème, c'est que quoi? Vous savez, nous avons une histoire, nous, en tant que chrétiens, pour dire qu'à un moment donné, quand on a défendu Adam et Ève de manger le fruit défendu, la femme est allée proposer ça à Adam, son mari. Ils ont mangé. La femme peut vous faire chuter à tout moment. Donc vous ne condamnez pas forcément le pasteur, vous voulez dire? Non, je n'ai pas dit ça, attendez. La femme peut vous faire chuter à tout moment. Et il y a des gens qui, et c'est pourquoi je voulais en appeler à la conscience de ceux-là qui servent Dieu. Que ce soit pasteur, que ce soit prêtre, imam, que ce soit Bokono ou Rounon, à chacun de faire très attention, parce qu'à un moment donné, dans des conditions, en fait, la chair est l'obstacle à la spiritualité. Je vais faire une parenthèse, et on peut aussi vous pousser, le diable peut vous pousser à c'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, quand certains prêtres, j'ai appris que certains prêtres ont interdit certaines tenues sur certaines paroisses, et des gens féministes, dit-on, sont venus dénoncer sur les réseaux sociaux. Écoutez, vous pouvez être plus fort que tout le monde, vous pouvez avoir la crainte de Dieu à un moment donné, mais dans des conditions données, si les femmes se présentent devant vous, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber. Même si vous ne tombez pas, la Bible dit, dès lors que vous pensez déjà que vous voulez de cette femme, vous avez déjà péché. Mais la posture de la femme peut vous amener déjà à pécher. Et dans l'Église catholique, il y a une prière que j'ai péché en pensée,
en parole et par omission. Par action N'oubliez et pas par ça. omission. Donc déjà, la pensée se réalise dès lors que des conditions se présentent à vous. C'est pourquoi moi, je ne veux pas faire un procès d'un homme de Dieu. Je dis aux hommes de Dieu, faites attention. Nous sommes à une... Écoutez, quand vous sortez de cette maison-là, regardez sur la voie. Femme belle, vous en retrouvez dans la situation partout. Hein. Partout. Vous rencontrez une femme, vous vous demandez, mais c'est quoi? Dieu, ces temps-ci, là, son usine là, ne fait que de belles filles. Mais c'est à vous de vous mettre dessus de la mêlée. Donc il y a des gens qui sont des âmes faibles qui malheureusement tombent dedans. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont des pervers nés et qui vont mourir pervers. La femme d'autrui ne s'en approche pas. C'est une bêtise. Encore moins, on ne parle La de femme fête qui ici. répond au nom de telle personne, vous devez vous en épargner. Très important. Il y a certains qui sont spécialistes de ça. Hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Vous détruisez des familles. Parce que, et c'est pour ça que je dis, même dans notre tradition, il y a des choses qu'il faut désactiver. Attention, j'en ai parlé avec quelqu'un et je trouve que la personne a raison. Parce que dans certaines traditions, dans certaines cultures, quand votre femme commet l'adultère, que vous ne savez pas, que vous méprisez, que vous avez un brin d'information, c'est que vous mourrez. Et la femme vit. Non, désactivons ça de nos cultures. Si la femme commet l'adultère, qu'elle meurt. Qu'elle même meurt. Qu'elle meurt, qu'elle s'en aille. La femme ne peut pas aller faire son Permettez- plaisir, jouir là-bas, sous un autre homme. Contrôlez vos verbes. Et moi, innocent, je vais mourir parce que dans ma tradition, on dit que si ma femme commet l'adultère, je vais mourir. Il faut désactiver tout ça là. Maintenant que chacun répond de ses actes. Mais je dis une chose pour finir, écoutez, il y a brebis galeuses un peu partout. C'est maintenant, plus que jamais, le moment pour que toutes les confessions religieuses se réunissent, fassent le ménage dans leur sein. C'est très important. J'ai une petite question pour vous, mais je ne veux pas la réponse. Allez-y. Non, je répondais avec plaisir. Et quand c'est l'homme qui trompe, les verbes que vous et quand c'est l'homme qui utilisez. trompe, Non, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire par rapport au Trompe, pasteur, attends, que l'homme trompe ou que la femme trompe, c'est la même chose. D'accord, ok. Ah bon. Oui, c'est la Ok, même chose. d'accord. C'est la même chose. Mais Je j'ai suis complètement d'accord. entendu Écoutez-moi, une dame dit qu'un homme normal, elle a présenté des excuses aux Oui, hommes. ça, c'est- Qu'un homme Dès lors que, à normal. Moyaga, si vous trouvez Jacqueline au bord de la voie, vous la draguez, vous couchez avec elle, tombe enceinte, elle vient sur votre toit. Ce n'est pas un mariage consommé officiellement. Mais dès lors que vous l'amenez devant le maire, je suis sûr que devant le prêtre, vous avez promis. je pense que ça, je suis sûr que devant. Non, attendez, je Permettez- suis sûr que devant le prêtre, vous avez promis fidélité à madame. Oui. Bon. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est ce que vous avez déclaré que vous devez respecter. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, si vous vous êtes retrouvé, vous, femme, tu te mets avec un homme qui ne t'a pas mis la bague au doigt et qu'il te trompe, tu veux te plaindre à qui? À Dieu? Tu n'as pas fait le serment devant Dieu. Il n'a pas fait le serment devant Dieu. Pour revenir Il a promis fidélité. Hein. Pour revenir au débat sur ces religieux et spiritualistes qui commettent des actes immoraux, pas très intéressants. Moi, j'aimerais dire une chose. Roland, moi, je n'ai pas de situation atténuante pour ces personnes-là. C'est sincère, moi je n'ai pas de situation atténuante. Moi, je n'ai pas de Non, situation. vous en avez, vous dites que non, la chair faible, il y a trop de femmes. Non, je n'ai dehors pas qui- dit ça. qui- J'ai il y a- expliqué. Non, pas J'ai une expliqué. situation atténuante. J'ai expliqué En la choisissant- situation qui conduit à ça. En hein. choisissant d'être serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'on choisit de faire? On choisit justement de repêcher toutes ces âmes perdues là. Pas pour coucher avec elles, pas pour coucher avec tous les... Non, j'ai Quand jamais vous choisissez, c'est pour ça que vous devez travailler. j'ai jamais dit vous ça. n'allez pas parce que la femme vous séduit tout de suite et commencer à tomber. Ça gâte votre réputation. Au point même d'être condamné finalement. C'est un problème. C'est un Non, problème non. dans notre société. Et ça, presque, moi je connais des gens qui disent... Par exemple, chez nous, les musulmans, on parle souvent d'Assalatou, c'est-à-dire des endroits où on va, les femmes se réunissent et on leur apprend donc les préceptes de la religion. On leur montre un peu, comment on appelle, toute la tradition du prophète, comment est-ce qu'on doit se comporter et tout. Mais il y a quoi de plus noble, on va dire, sur le plan religieux? Parce que ça, c'est pour leur constitution spirituelle, on va dire. Mais il y a des choses qui se passent et ce n'est pas très intéressant. Il y a des hommes qui disent, jamais ma femme n'ira là-bas. Quand vous écoutez les musulmans en parler avec beaucoup, ils disent, mais jamais, moi, ma femme n'ira là-bas. Jamais. Voilà. Pour quelle raison? Qui ne veut pas Pourquoi que... on ne porte pas voilà. un regard sur elle? Voilà, Personne ne voilà. porte pas un regard Parce de que ces désir. personnes-là, qui sont au-devant, sur le plan de la religion, quelquefois ne sont pas du tout de bonne moralité. Il faut le dire. Bon, il faut le qu'on dire. corrige. Et Bon, aujourd'hui, bon, et aujourd'hui, je n'ai jamais dit que... c'est-à-dire, on se déclare pasteur, mais tout le monde se déclare pasteur. Il suffit que le gars soit un peu oisif, qu'il n'ait rien à faire et que tout le temps il est dans ses pensées à tout. Et un jour il voit Dieu, Dieu lui dit, ok, va me pêcher des âmes. C'est Donc, c'est un problème. ce que refuse Oumar. C'est ce qu'il fait de la fixation sur les pasteurs. Je ne fais pas de la fixation sur les pasteurs. Attendez, il y a trop d'imams également. Il faut que je le dise. Oui, Il y a voilà, trop d'imams également. donc précisez ça. Dès qu'il Parce arrive,
Dès qu'il arrive à lire en arabe, il pense que lui, il est déjà un grand spiritualiste. Alors que l'arabe, lire en arabe, c'est une langue. Moi, je lis en arabe. Voilà, moi également, je lis en arabe. Je vous préfère comme ça. Parce que quand vous sortez d'ici, là, à tous les coins de rue, tous les carrefours, vous allez voir un petit roulant déjà. Oui. Donc, c'est un problème. C'est le pasteur. Et puis maintenant, je n'ai jamais dédouané les hommes spirituels. J'ai expliqué. On va finir. J'ai expliqué la situation. Et j'ai été clair. Il y a des brebis galeuses qu'il faut extirper des rangs des pasteurs de toutes les confessions religieuses. Je suis clair là-dessus. Donc, au-delà de ce que la chair est faible, c'est que chacun doit apprendre à se maîtriser. Voilà, si quelqu'un ne se maîtrise pas, il subit les rigueurs de la loi. Ça, parce que la femme dans l'espace public, elle c'est exprès que j'ai voulu. Et que les femmes cessent de créer des problèmes dans leur foyer pour aller dire qu'ils veulent prendre le pasteur comme conseiller, comme exprès que j'ai voulu évoquer le sujet pour que vous ouvrez en même temps la parenthèse vers l'actu décalé qui parle de montée rapide en 2 ans du taux de divorce en Afrique, cas de la Côte d'Ivoire. Vous avez évoqué, la promesse de fidélité, vous avez évoqué d'autres éléments. On va encore en revenir plus en détail pour mettre l'accent sur certains faits. Et donc, dans cette rubrique, maintenant, je vous remercie. Vous avez une très belle chemise, Oumar. Merci beaucoup. Il faut, quand vous voulez en acheter souvent 3 chemises ou 6 comme ça pour venir nous en distribuer. D'accord. Ne vous en arrêtez pas là. Laurent Roland, vous aussi, merci beaucoup pour votre présence, pour l'analyse sur ce plateau.